Bismillah. Très bien. Donc aujourd'hui, on va aborder des questions sur la neurosémiologie. On va essayer de préparer ensemble votre examen. Je commence par vous remercier de m'avoir laissé enregistrer à la séance, car vos camarades vont pouvoir en profiter. J'ai l'honneur et le privilège de vous dire que vous êtes le premier groupe que j'enseigne en écrivant ça. D'accord? C'est la première fois que j'ai l'autorisation de mettre ça, après 7 ans d'études. Donc, je vous conseille dès maintenant, puisque vous êtes encore jeune, de travailler dur pour mériter. Donc, d'ailleurs, beaucoup, des milliers de personnes vont avoir ce titre, mais très peu le méritent. Inch'Allah, on arrivera tous à mériter ce titre, parce que ce n'est pas rien. D'accord? Très bien. Allez, on commence. Donc, la sémiologie neurologique, comme elle a été abordée dans votre programme, a été divisée en plusieurs volets. Le but de cette division est purement pédagogique. Donc, vous avez vu un cours sur les céphalées, d'accord? C'est clair, d'accord? Ah, c'est mieux, non? Très bien. J'ai un numéro, je la laisse. Ce que vous voulez, vous? On laisse, c'est d'habitude. Très bien. Donc, vous avez vu une partie sur les céphalées, d'accord? Et les douleurs en général, les algies crânio-faciales, dont le principal aspect était les céphalées, qui sont des algies crâniales chroniques, les pertes de conscience ou bien les pertes de connaissance, les comas, d'accord, les lipothymies, les syncopes. L'examen neurologique, qui est la partie la plus importante de votre sémiologie neurologique, et c'est ce qu'il faudrait retenir, et c'est à partir de cet examen neurologique qui doit être systématisé, qui doit être bien compris par le praticien, d'accord, qu'on pourra tirer les différents syndromes topographiques. La sémiologie neurologique a une particularité, c'est qu'elle est divisée lors de l'examen neurologique en plusieurs aspects qui ne dépendent pas d'une localisation. Ce n'est pas comme l'examen de l'abdomen ou bien l'examen du thorax, où vous avez une division par inspection, puis palpation, puis percussion, puis auscultation. Vous récoltez l'ensemble des informations qui ont été recueillies au cours de ces différentes étapes, très un syndrome. Non, vous allez étudier la fonction. Vous allez étudier la fonction de l'organisme dans toute sa topographie, puis recueillir les informations. Les différentes fonctions, vous allez étudier par exemple la motricité de tout l'organisme pour en tirer un déficit dans cette localisation ou dans cette localisation. Puis vous allez étudier la sensibilité. Et vous voyez que la sensibilité et la motricité sont deux aspects, sont deux phénomènes, sont deux fonctions complètement indépendantes lors de mon organisme. Donc je vais étudier la motricité de tout l'organisme et la sensibilité de tout l'organisme, puis la coordination de tout l'organisme, les réflexes de tout l'organisme, le tonus de tout l'organisme, puis je vais recueillir les informations qui me permettent de recueillir les anomalies, de les assembler, d'en tirer un syndrome et éventuellement de conclure à partir de ce syndrome une maladie et de traiter cette maladie. C'est quoi la différence entre une maladie et un syndrome? C'est la base de la sémiologie. Est-ce que vous connaissez la différence? Bon, pour ne pas perdre du temps, d'accord? Un symptôme, c'est quoi? C'est une manifestation clinique. C'est une manifestation clinique. J'ai un érythème. C'est un symptôme, d'accord? Beaucoup de symptômes dans un syndrome. Très bien. L'association de plusieurs symptômes expliqués par la même physiopathologie définissent un syndrome. Donc, une seule physiopathologie, une seule anomalie qui cause plusieurs symptômes, on appelle ça un syndrome. D'accord? Donc, vous pouvez avoir deux symptômes qui sont indépendants, qui n'ont pas la même physiopathie. On ne peut pas nommer ça un syndrome. La condition pour que plusieurs symptômes associés constituent un syndrome, c'est qu'ils aient la même physiopathologie, la même anomalie. Ça, vous connaissez là? La maladie, c'est un syndrome dont la physiopathologie a été découverte et expliquée. Ça, vous connaissez la maladie. D'accord? Vous allez voir que dans certains syndromes, c'est une partie de ce syndrome qui a été nommée maladie. Comme la différence entre le syndrome de Cushing et la maladie de Cushing. C'est quoi la différence entre un syndrome de Cushing et une maladie de Cushing? Ceux qui assistent endocrino avec moi. Nous allons d'accord. Un syndrome de Cushing est un hypercorticisme,
Une maladie de Cushing est un hypercorticisme qui est dû à une tumeur anti-hypophysaire corticotrope. Ça, le syndrome de Cushing est un hypercorticisme central. Ou là, n'oubliez pas ce que vous êtes en train d'étudier, c'est important. C'est important. Le test à résidana, on a eu un syndrome de Cushing. Haka, dossier, 10 questions. Question, question. D'accord? Donc, il faut faire attention. Là, on avance. Très bien. Donc, après avoir recueilli les différentes étapes, on va les assembler en syndromes. Tout le monde, vous devez apprendre les syndromes. Vous devez connaître ces syndromes. Vous devez connaître ces syndromes et pouvoir connaître quels sont les symptômes qui constituent les syndromes. Comment vous allez recueillir les symptômes? En faisant votre examen neurologique qui doit être connu par cœur par le praticien. Par cœur. Il doit être répété. Vous devez examiner des dizaines de patients. En leur refaisant l'examen neurologique, c'est important. Vous n'aurez aucune autre étape في حياتكم باش ديروا لا سيميولوجي باش تتعلموا كيفاش تهضروا مع المرض وكيفاش تيكزامينيوه. Attention, c'est très important. Si vous avez raté ça durant l'année, في الصيف هذا تجوزوا في l'hôpital. Réexaminer les malades. D'accord? C'est très important. On continue. Très bien. Donc, on va aborder quelques notions qui nécessitent des explications avant de commencer les QCM. Donc, au cours de nos examens, au cours de l'examen neurologique, l'examen neurologique est constitué de plusieurs étapes. On commence toujours par l'interrogatoire. On commence par l'interrogatoire. L'interrogatoire, les détails, vous allez voir dans vos livres. On commence par l'état de conscience, le patient, sa coopération, son état général, d'accord, sa conscience de l'espace, du temps, d'accord. Est-ce qu'il a une coordination avec son milieu? Est-ce que sa réflexion est homogène? Puis, on va aussi analyser son langage, d'accord, en discutant avec lui. Et enfin, on va aussi lui poser des questions sur l'appareil neurologique. Est-ce qu'il a des douleurs, d'accord? Est-ce qu'il a des troubles sphinctériens, etc., etc. Ensuite, on va passer à la deuxième partie la plus importante de l'examen neurologique, c'est l'examen des paires crâniennes. C'est l'examen des paires crâniennes. Au cours de l'examen des paires crâniennes, on a plusieurs étapes. On va commencer à examiner le patient étape par étape. On va commencer par le nerf. Quel nerf? Très bien, le nerf olfactif, on va demander aux patients, des étapes, vous allez les apprendre, hein, d'accord? On va demander aux patients de sentir des objets odorants en lui fermant les yeux et en lui demandant de deviner, etc. L'essentiel, une des étapes de l'examen des paires neurologiques, c'est l'examen de l'acoustique, d'accord, du nerf 8. Et au cours de l'examen du 8, on a ces deux épreuves, il y a plusieurs épreuves qui permettent d'examiner l'audition, l'équilibration et la fonction de ce nerf auditif, d'accord. Mais il y a des épreuves, qui est l'épreuve de Weber et l'épreuve de Riné. D'accord? Il y a beaucoup d'autres épreuves, mais dans votre programme, les deux. On va essayer d'expliquer le principe des deux épreuves. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez déjà rencontré le livre? Est-ce que vous les avez compris? Très bien. Allez, on va passer très rapidement. L'épreuve de Weber, elle consiste à quoi? Elle consiste à frapper un diapason. Le diapason, c'est quoi sa fonction? C'est d'émettre des vibrations. Et on va émettre sa base, on va poser sa base sur l'apex, ou bien sur la ligne frontale, la ligne médiane du front. Pourquoi? Pour qu'il soit à mi-distance entre les deux oreilles, entre les deux cochlées, entre les deux récepteurs auditifs. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une transmission des vibrations sur un espace osseux, sur un espace matériel. Ce n'est pas sur l'air, puisque j'ai posé le diapason ici. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Très bien. Je vais demander au patient où est-ce qu'il ressent, où est-ce qu'il entend les vibrations, parce qu'il va entendre. D'accord? On t'en pose ici. Attention. Le détail qu'il faut avoir en tête avant de commencer les épreuves, c'est que le patient, puisque comme dire vous faites les épreuves, c'est qu'il a un problème, c'est qu'il a un déficit. Ça, donc nous avons en tête que le patient, il n'entend pas une des oreilles. Vous êtes d'accord? Il a une oreille déficitaire. On doit la connaître. Il la connaît. Le côté droit ou le côté gauche. Vous êtes d'accord? Donc nous avons en tête
que le patient a un déficit. Cette information, on la cache. Vous êtes d'accord? On va poser le diapason, il va écouter des vibrations. S'il n'avait pas de pathologie, il était censé soit écouter les vibrations des deux côtés en même temps et de la même intensité, soit ne pas sentir de différence. Soit ils ne sentent pas de différence, soit ils sont des vibrations, elles sont bilatérales et elles ont la même intensité. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, s'ils sont un côté plus important que l'autre, s'ils sont une vibration plus importante d'un côté que de l'autre, on doit déduire la signification de ce symptôme. Et on ne pourra jamais déduire la conséquence de ce symptôme que si on savait quelle était l'oreille déficitaire avant de poser le diapason. Alors bien, c'est important de lui demander l'oreille déficitaire avant de poser le diapason. Donc vous avez en tête que c'est l'oreille droite qui est déficitaire. Ou bien vous posez le diapason. Il va entendre d'un côté plus que de l'autre. Ça, il dit que j'écoute mieux dans la droite. À partir de l'oreille qui écoute mieux, vous allez pouvoir deviner quel est le type de la surdité. Est-ce qu'elle est transmissible ou là perceptible? De perception ou bien de transmission? Avant de réaliser n'importe quel examen, il faut se mettre en tête quel est le but. C'est quoi le but de l'épreuve de Weber? Attention, l'épreuve de Weber n'a pas comme but de prouver l'existence d'un déficit. Non, le déficit, c'est le patient qui l'évoque. Le but de l'épreuve de Weber, c'est de typer le déficit. Est-ce qu'il est de transmission ou bien de perception? Supposons que c'est un déficit de transmission. C'est une surdité de transmission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un obstacle physique. Un obstacle physique. Un corps étranger, un bouchon de cérumen, bouchon. D'accord? L'essentiel, qu'il y a un truc matériel qui est en train de boucher. Qui est en train de boucher les voies auditives. Qu'est-ce que ça veut dire un espace matériel? Ça veut dire que c'est un moyen plus facile aux vibrations d'être transportées. Est-ce que le son, les vibrations sonores, est-ce qu'elles sont mieux transportées à l'intérieur de l'eau ou là, dans l'air? L'eau ou l'air, dans l'eau, sur l'eau. Tu as vu le livre sur l'eau, tu as Guy de Maupassant. Tu as vu Guy de Maupassant? Non. Guy de Maupassant, voyage sur l'eau. C'est un excellent roman. L'essentiel, c'est pas autre sujet. Et quand on donne un espace matériel à l'air, ou au son, il va être transmis plus facilement. Faites très attention, le son, il est transmis plus facilement sur l'eau que l'air. على بالها بكري لي كوبوي كي يروحوا لي راي تاع لو تران واش يديروا باش يعرفوا بلي تران جاي؟ يحطوا ودنيهم في الارض. جامي شفتوا في الفيلم ويسترن. Donc يحطوا ودنيهم في الارض. Pourquoi? Parce que le son est beaucoup plus rapide في la terre. Donc même يكون تران بعيد وما راهمش يسمعوا فيه، ماهمش بيبغوا يشوفوا في لا فيمي، ils peuvent deviner que le train راهو جاي juste en écoutant هذاك en écoutant les vibrations في الارض. Donc plus je donne du matériel, plus le son est transmis plus facilement. Donc, puisque si vous avez un bouchon de cérumen dans votre oreille, ça va faciliter la transmission de l'air, du son. Donc, le son va être écouté de quel côté? Win kain bouchon ou la win makaj? Win kain bouchon. Donc, c'est l'oreille malade qui va écouter le son en cas de surdité de transmission. Est-ce que vous saviez ça? Très bien, pour ceux qui le savaient, pour ceux qui ne le savaient pas, ils le savent, elles le savent. D'accord? Donc c'est important de comprendre qui te fait la cause de la chose, vous n'allez pas l'oublier. Ça, est-ce que vous avez l'épreuve de Weber, lors d'une surdité de transmission, c'est l'oreille malade qui va écouter. Là, on est d'accord? Maintenant, on passe à la surdité de perception. Dans la surdité de perception, c'est quoi la physiopathologie? C'est les récepteurs auditifs, soit la cochlée, soit le nerf,
qui est atteint. Il n'y a pas d'espace physique, il n'y a rien, il n'y a aucune modification. Ça, vous l'avez là. Donc, c'est quelle oreille qui va écouter? C'est l'oreille saine qui va écouter. Place. Ça, c'est l'épreuve de Weber. Facile, facile, vous n'allez plus l'oublier. On passe à l'épreuve de Riney. L'épreuve de Riney. Puisque je viens de vous dire que la transmission des vibrations est plus facile quand il y a du matériel. Ça, plus il y a un espace physique. Bon, je ne porte pas de masque, j'espère que ça ne vous dérange pas, mes travaux. J'ai pris 3 doses de vaccin, j'ai fait 2 fois le Covid, les doses, donc même selon la CDC et les autres organisations savantes, je n'ai pas apporté le masque. Donc vous n'avez rien à craindre, rien. Même le masque, ça il diminue la transmissibilité jusqu'à 60%, il n'est pas efficace. Ah, 100%. Vous dites qu'il a peut-être oublié le voilà. Dans le cadre d'une surdité de perception, c'est les récepteurs qui sont atteints. Très bien. Je viens de vous dire que lorsque je crée un espace physique, ça va faciliter le transfert des vibrations. Ça, donc, est-ce que les vibrations sont plus facilement transmissibles dans l'os ou bien dans l'air? Dans l'os. Très bien. Donc, si je frappe un diapason, et qu'il commence à vibrer, la durée de l'écoute, elle va durer plus longtemps dans l'os ou bien dans l'air? Dans l'air. Pourquoi? Parce que les faces sont transmises dans l'os, donc elle va prendre moins de temps. On n'a pas compris ma question. Oui, non, c'est bon, Supposons que je frappe le diapason. Bonjour. Supposons que je frappe le diapason avec une toute petite vibration. Il va vibrer juste un peu. Il va être écouté dans l'air ou là dans l'os? Dans l'os. Parce que je l'ai vibré juste un peu. La vitesse elle est insuffisante pour traverser l'air, mais elle est assez suffisante pour traverser l'os. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc c'est quoi le but de l'épreuve de Riney? Je vais frapper le diapason. Je vais quoi? Frapper le diapason et mettre le diapason devant l'oreille. Il ne va pas être collé à l'organisme. Je vais juste le poser devant l'oreille et il ne va pas toucher ni l'oreille, ni l'os, ni rien. Mais pas sur l'os temporel. Non. Il va commencer à vibrer. D'accord? Lorsque le patient vous dit je n'entends plus rien, on va poser sa base sur la mastoïde. La transmission sur l'air elle disparaît. Je le mets sur la mastoïde. Lorsque je le mets sur la mastoïde, qu'est-ce qui va se passer? Il va réécouter. Donc, la vibration qu'a le diapason, elle est si faible qu'elle n'a pas été écoutée dans l'air. Elle continue à être écoutée sur l'os parce que l'os transmet plus facilement les vibrations. C'est ça l'épreuve de Riney. C'est de frapper le diapason, le mettre sur l'air pour mesurer la conduction aérienne jusqu'à ce que la transmission s'arrête et que je n'écoute plus rien. Je vais le mettre sur la mastoïde et la mastoïde, puisque c'est un os, elle va absorber le reste des vibrations. Très rapide. Est-ce que vous avez compris? Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que l'os transmet plus facilement les vibrations sonores. On en déduit que l'os va détecter les vibrations sonores plus facilement que dans l'air. Et on va déduire que le temps nécessaire pour la transmission de l'air est plus long dans l'air que dans l'os. Je vous donne un autre exemple pour comprendre. Lorsque vous mettez votre téléphone en vibreur, et que vous le mettez à l'air, est-ce que vous allez l'écouter? Non. Non, vous n'allez pas l'écouter. Mais si vous le mettez sur votre
coude ou là sur votre genou, est-ce que vous allez sentir ces vibrations? Vous allez les sentir. C'est la même chose. Si vous essayez de mettre votre téléphone l'inflammastoïde qui est proche de l'oreille, vous allez écouter. Et c'est ce que vous écoutez lorsque le téléphone est posé sur une table. Lorsque le téléphone vibre, il va faire vibrer la table, ou avec les vibrations, ils vont transmettre les ondes et vous les écoutez. Donc attention, attention, attention. L'épreuve de Régnier, c'est quoi? C'est de faire vibrer le diapason, vous le mettez devant l'oreille, ça il est en contact avec l'air, pas avec l'os. Il transmet lentement, ça dure longtemps, la conduction aérienne, elle est longue. Lorsqu'elle disparaît, hop, rapidement, dès qu'elle disparaît, je mets sur l'os. Je mets sur l'os, l'os va absorber rapidement le reste des vibrations. Donc l'os transmet plus facilement les vibrations et la conduction aérienne est plus longue que la conduction osseuse. Attention, Hadia, lorsqu'on vous dit CA est égal à 2 fois CO, la conduction aérienne est égale à 2 fois conduction osseuse, ça ne veut pas dire que la conduction aérienne est meilleure que la conduction osseuse. Non, ça veut dire que c'est le temps nécessaire pour que les vibrations soient transmises par l'air est 2 fois plus important que le temps nécessaire à la transmission par l'os. Et c'est ce qui explique que les cow-boys mettaient leurs oreilles sur terre pour entendre, parce que c'était beaucoup plus rapide la transmission sur un espace matériel plus dense que l'air. Ça, c'est le même principe de l'échographie. Bon, donc là c'est pas notre sujet extrême, on va essayer d'expliquer l'échographie. Là, on est d'accord. Maintenant, donc si l'individu n'est pas malade, s'il n'est pas malade, la conduction aérienne va être plus longue que la conduction osseuse. Maintenant, on a un déficit. Il n'écoute pas bien de ce côté, de cette oreille. Je vais réaliser l'épreuve. Quelles vont être les conséquences? En cas de surdité de transmission, le rapport s'annule ou s'inverse. Et on dit que le RINE est négatif. Qu'est-ce qui se passe? Si il y a une conduction, un obstacle, qui est bouchon de cire humaine, un corps étranger, d'accord, le rapport va s'inverser. La conduction aérienne va être elle va être moins longue que la conduction osseuse. Il peut s'annuler si je fais le rapport ACA sur CO. D'accord? Soit il s'inverse, soit il s'annule. L'essentiel, c'est que la conduction aérienne va devenir moins longue. La conduction aérienne va devenir moins longue. Pourquoi la conduction aérienne va devenir moins longue? C'est parce que justement, j'ai donné un nouvel espace physique à travers lequel vont passer les transmissions. Est-ce que vous avez compris? En cas de surdité de perception, c'est trop facile, puisque le trouble de l'audition, il n'a aucun rapport avec l'espace. La surdité de perception, elle est facile, parce qu'il n'y a pas un problème d'espace physique, il n'y a pas de bouchon de cire humaine. Je ne suis pas en train de modifier l'espace physique dans lequel sont transmises les ondes. Le nerf, la cochléaire, d'accord? Donc, rien ne va changer. Lorsqu'il y a une diminution de la conduction osseuse, la conduction aérienne va diminuer avec elle. Parce qu'il n'y a pas un problème de l'espace physique, il y a un problème dans les récepteurs nerveux. Donc les deux conductions, conduction aérienne et conduction osseuse, vont diminuer de la même façon. Il n'y a pas de modification du rapport entre les deux. Les deux durées sont diminuées, mais ça, les deux sont diminuées. Même ça, CA reste supérieur à CO, et on dit que le RINE est positif. Le RINE est positif. Le RINE est positif, ça veut dire que le RINE, le rapport, il est comme la normale. Le CA est supérieur au CO. Quand le CO, la conduction osseuse, devient plus longue que la conduction aérienne, d'accord, ça veut dire que j'ai un problème, j'ai un espace, j'ai des nouveaux matériaux physiques qui sont en train de transmettre l'air. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. On avance. C'est par rapport au parcours. C'est par rapport au parcours qui est utilisé par. C'est en train d'enregistrer. Qui est utilisé par l'air. Supposons que une tia haïlik l'oreille tag.
Voici l'oreille. Ça, c'est le conduit auditif, machin. Ça, c'est les récepteurs. D'accord? Lorsque je mets le diapason, c'est l'os. C'est la mastoïde. Lorsque je pose le diapason ici, il va parcourir un chemin. Il va parcourir un chemin qui est indépendant de l'oreille. Vous êtes d'accord? Qui est indépendant de... Il va être transmis sur l'os. Il ne doit pas passer par le conduit auditif, machin, puis tympan, puis... Ça, là. Mais lorsque je posais le diapason ici, il devait... Quand vous entendez ma voix, vous entendez ma voix par la voie obligatoire. Maintenant, les ondes sonores vont passer par le chemin normal. Lors de la surdité de transmission, j'ai un obstacle là. J'ai un obstacle, oui, la voie normale. Ça, là. Donc, le matériel physique nouveau, est-ce qu'il va altérer la transmission osseuse? Non, elle ne l'utilisait pas. Qu'est-ce qu'il va altérer? Il va altérer la transmission aérienne qui va devenir plus rapide. Donc CA va diminuer. Le temps nécessaire pour que les ondes soient transmises à travers ce chemin va diminuer. Et puis il va rester normal puisque le ne peut pas donc CO va rester normal ou CA va diminuer. Voilà, je diminue parce que nous déclarons de l'espace physique. Vous n'avez rien compris. Vous allez écouter l'enregistrement, d'accord? Parce que vous avez passé les étapes nécessaires à la compréhension de ces différents principes. Est-ce que vous avez tout? Oui. L'épreuve de Riné, je donne un nouveau matériel physique à la transmission aérienne. C'est pour ça qu'elle devient moins longue, elle devient plus rapide. Elle est bien CA diminue. CA et CO, c'est des temps. Ça, est-ce que vous avez compris? Sûr. On avance. Très bien. Pas de questions? Tu sais, bon, tous les questions que nous allons voir aujourd'hui, c'est des questions d'examen. D'accord? Tous les sujets que vous allez faire. Vous allez faire. Tous ces signes cliniques sont constatés en cas de paralysie faciale. Centrale. D'ailleurs, c'est une des questions qui a été posée hier ou avant-hier par un de vos camarades, le groupe TACO. Cochez la réponse fausse. Fausse. Il y a une déviation de la bouche vers le côté sain. C'est juste. Aïe. Effacement du sillon nasogénien à droite. Ça m'a pas donné quel côté. Allez. Le malade ne peut pas siffler. Effacement des rides frontaux. Absence du signe de Charles Bell. Le signe de Charles Bell, on le retrouve la paralysie faciale centrale ou le périphérique? Très bien. Donc, c'est quelle réponse? Très bien. Très bien. Donc, on n'avait pas besoin de connaître le sens, parce qu'il fallait le mentionner, il fallait l'énoncer, puisqu'il est à droite. Donc, il fallait être plus précis. Aïe. Paralysie faciale. On va commencer très rapidement par initier le nerf facial. C'est quoi le nerf facial? C'est un nerf crânien. C'est la 7e paire crânienne. Il a plusieurs fonctions. Il possède une fonction motrice. Les muscles possiers de la face et du cou. D'accord, et le muscle de l'étrier. L'étrier qui est une partie de l'oreille moyenne, qui est impliquée dans la transmission des ondes sonores. Le muscle stylo-hyoïdien et le ventre postérieur du digastrique. D'accord? Les détails, ce n'est pas important, c'est des muscles du cou et de la face. Il a une fonction sensitive, la zone de Ramsay-Hunt. Sensitive, ça veut dire quoi? C'est la sensibilité épicritique. C'est la sensibilité cutanée. D'accord? Sensitive, la zone de Ramsay-Hunt, elle correspond à quoi? Elle correspond au tympan. Est-ce que le tympan il a une sensibilité matérielle? Est-ce qu'il sent le toucher? Oui ou non? Ben oui, si. Qui dit quand vous butez sur le tympan. Attention, le tympan sent. Il sent. D'ailleurs, qui t'allie au bzef le sang, tu as une musique, vous vous sentez que le tympan est touché. Très bien. La vibration physique ou l'espace matériel, c'est la même chose. Tympan, paroi postérieure du conduit auditif externe. Le conduit auditif externe, c'est ce qu'il y a entre le tympan et le pavillon de l'oreille.
Et la conque, avec la conque, d'accord, du pavillon de l'oreille, c'est le pavillon. Via le nerf intermédiaire de Visper, qui est le 7 bis, qui est le 7 accessoire, il accompagne le 7. C'est pas important. Il a une fonction sensorielle. Attention, il faut faire la différence entre sensitif et sensoriel. C'est quoi la différence entre sensitif et sensoriel? Sensitif, c'est la sensibilité cutanée. Sensoriel, c'est une sensibilité qui implique les organes des sens. D'accord? Et ça en tête. Donc, la vision, c'est sensoriel. L'olfaction, c'est sensoriel. Le goût, la gustation, c'est sensoriel. L'audition, etc. Très bien. C'est quoi la fonction sensorielle? Il y a une fonction gustative, les 2 tiers antérieurs de la langue via la corde du tympan. La corde du tympan, c'est une branche du nerf 7. C'est une branche. Directement, la langue. Il a une fonction par la peine de détail. Il a une fonction végétative, c'est-à-dire qu'il appartient ou qu'il transmet des fibres nerveuses appartenant au système nerveux végétatif. Ou de quel type? Parasympathique, puisque vous savez qu'il y a des fibres qui transmettent des neurones dans le système nerveux sympathique et d'autres qui transmettent le système nerveux parasympathique. Sécrétion des glandes lacrymales, fosse nasale, épalée, glandes sous-mandibulaires et sublinguales. Vous vous souvenez, lorsque vous avez fait la physiologie de la digestion l'an dernier, on vous a dit que le système sympathique et le système parasympathique, les deux, stimulaient la sécrétion de la salive. Ou sinon, le système sympathique stimule la sécrétion d'une salive qui est dense, qui est visqueuse, alors que le système parasympathique stimule la sécrétion d'une salive qui est abondante, qui est aqueuse, riche en eau, favorable à la digestion. Ça, vous vous en souvenez. Donc, vous voyez que le système parasympathique va stimuler la sécrétion de la salive. Ça me chie toutes les glandes sublinguales et submandibulaires. Il reste quoi comme glandes? Les parotides, qui sont les principales glandes. D'accord? N'oubliez pas, n'oubliez pas. Donc, il y a des fonctions de le nerf 7, le nerf facial, et vous pouvez avoir des questions là-dessus. Alors, on est d'accord? Maintenant, si ce nerf est touché, avec un très bref rappel, tu as les différentes, c'est ce qu'on vient de citer. D'accord? Donc, la sécrétion lacrymale, d'accord? La sécrétion du mucus nasal, d'accord? Une fonction gustative, c'est la gustation au niveau d'une partie de la langue. Une fonction sensitive cutanée, d'accord? On a appelé, il stimule aussi l'étrier et les muscles possiers. Et les muscles possiers, du coup, et de la face. On avance. On avance, on avance, on a beaucoup de questions à aborder. Très bien. Maintenant, l'aspect particulier de ce nerf. C'est quoi? Attention, il faut connaître la topographie des nerfs crâniens. Les nerfs crâniens, ils ne subissent pas toutes les règles qui régissent le fonctionnement des nerfs rachidiens. Il faut bien connaître son anatomie pour comprendre la sémiologie. Et vous savez que la voie finale commune de la motricité, c'est quoi? C'est le motoneuron alpha. Ça, et la motricité en général, la motricité des muscles de mon organisme, elle est contrôlée par le système pyramidal. Pourquoi il s'appelle système pyramidal? Très bien, parce que les corps cellulaires sont situés en une forme de pyramide, ils sont situés au niveau de la couche numéro 5, d'accord, le cortex moteur principal. Vous vous en souvenez? C'est la neurophysiologie. Pas de question de test. Alors, une séance de dernière kiff. C'était le sommeil. C'est que toi, comme j'ai oublié, est-ce que vous y étiez? Si vous y étiez, les autres, non. D'accord, une question de test. Alors, le sommeil paradoxal. Ça vous stresse, hein? C'est stressant quand on examen. C'est pas un examen, parce que l'essentiel, c'est pas notre sujet aujourd'hui. En tout cas, notre sujet, c'est l'examen. Les examens comme ça, vos examens sont trop faciles.
D'accord. Vous faites pas. Très bien. Donc la topographie, c'est quoi? La motricité. Donc on a des fibres nerveuses motrices qui vont être au niveau du cortex moteur, oui, le cortex, le télencéphale. Elles vont descendre, elles vont avoir un trajet. Elles vont passer par la capsule, elles vont passer par le tronc cérébral, et au niveau de la partie la plus inférieure du tronc cérébral qui correspond au bulbe bas, le bulbe. 90% des fibres vont décusser, mais traverser de l'autre côté à travers la ligne médiane. Mais elles vont descendre jusqu'à arriver à l'étage où il y a des racines Au niveau de cet étage, elles ont déjà décussé. Attention, le commettre j'ai des notions, vous ne pourrez jamais comprendre le syndrome de Brown. C'est quoi? D'accord? On va voir tout de suite. Donc, elles ont déjà décussé au niveau du bulbe, elles continuent à descendre. Lorsqu'elles arrivent à leur étage, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont communiquer avec un moteur neuronal alpha. Le moteur neuronal alpha va sortir à travers une racine, ou bien il va constituer un tronc, puis un nerf, puis aller vers le membre. Et je ne dirais pas, il y a des fibres nerveuses qui sont nées ici, du côté contralatéral, qui sont descendues, qui ont décussé au niveau du bulbe, qui sont descendues. Au niveau de la racine rachidienne correspondante, il y a eu communication avec le moteur neuronal alpha. Le moteur neuronal alpha va émettre la fonction motrice, il va communiquer avec une fibre nerveuse à travers une synapse que j'appelle la plaque motrice, où il y aura une sécrétion de l'acétylcholine. L'acétylcholine va ouvrir des canaux, un remplissement, chaque chose. Il y aura une dépolarisation. La dépolarisation va provoquer l'entrée du calcium au niveau du cytoplasme qui va se fixer sur la tropomyosine. La troponine va changer d'endroit, la myosine va pouvoir réaliser une torsion de sa tête, il y aura contraction par communication entre les filaments fin d'actine et les filaments épais de myosine. C'est ce que vous avez vu en première année. Ça, vous l'avez dans la physiologie de première année. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. La fonction motrice qui commence ici. Les nerfs crâniens, ils ne suffisent pas à les règles. Les nerfs crâniens, ils ont ce qu'on appelle des noyaux. C'est quoi un noyau? Un noyau, c'est un agrégat, c'est une agglutination de cellules nerveuses qui sont situées où? Pour la majorité des nerfs crâniens, qui sont situés dans le tronc cérébral, dans les différents étages du tronc cérébral, mésocéphale, pont et bulbe. Chaque nerf crânien peut avoir un noyau, plusieurs noyaux, deux noyaux, d'accord? La particularité, mais ça, vous avez donné une information, les noyaux des nerfs crâniens sont en général bilatéraux. Ils sont bilatéraux. Maintenant, on dit des noyaux, ça c'est des noyaux. J'ai des noyaux des nerfs crâniens des deux côtés, parce que la majorité de tous les nerfs crâniens sont bilatéraux. Deux nerfs optiques, deux nerfs olfactifs, ça, deux nerfs faciaux, deux nerfs trigémaux, ça, très bien. Et donc les noyaux sont situés des deux côtés. Les noyaux des nerfs crâniens vont eux-mêmes donner les nerfs crâniens. Donc si je vous dis le nerf 7 proprement dit, c'est quoi? C'est le nerf qui lie le noyau situé au niveau du tronc cérébral avec l'organe. Le nerf 7, c'est quoi? C'est le nerf qui lie le noyau du nerf facial avec les muscles de la face. Est-ce que vous avez compris? Et d'abord, le nerf facial proprement dit, le nerf crânien, il ne se transmet pas du cortex vers l'organe. Attention, kiff, même fait par crânien, quel est le principe de protoneurone, deutéroneurone? Quel est un neurone qui va descendre du cortex, il va communiquer avec le tronc, avec les noyaux des nerfs crâniens. Les noyaux des nerfs crâniens vont émettre des nerfs crâniens et les envoyer vers les organes. Vous le savez ça? Vous le savez? Moi, je ne savais pas. Maintenant, vous le savez. Très bien, c'est important de le savoir. Donc, comment ça commence? Ça commence au niveau du cortex. Oui, je décide de fermer les yeux. De faire ça. C'est une commande supérieure. Ça, vous l'avez. Ch'ta. C'est un V. Ah, j'ai une discrimination mauvaise. Ne sortons pas du tout. Donc, ça commence ici au niveau du cortex. Mon cortex va envoyer des messages et ces messages vont aller vers les noyaux. Avant d'arriver au noyau, les nerfs vont décusser. Parce que tout ce qui sort du cortex, il va décusser. Est-ce que vous avez compris? Donc, j'ai
des fibres nerveuses destinées au nerf facial. Elles vont sortir du corps, descendre du cortex. Elles vont dévisser pour tomber dans le noyau du nerf facial. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Monsieur? Très bien. La particularité maintenant du nerf facial, c'est quoi? C'est que ces noyaux sont divisés en deux groupes. Un groupe de l'hémiphase supérieure et un groupe de l'hémiphase inférieure. Un groupe de l'hémiphase supérieure et un groupe de l'hémiphase inférieure. Est-ce que c'est clair? Les noyaux qui sont destinés à la moitié inférieure de la face sont exactement comme les nerfs rachidiens. Maintenant, ils ne reçoivent des nerfs corticaux que du côté contralatéral. Maintenant, je suis un noyau, alors la moitié inférieure de la face. Ce qui est envers. Ce qui est envers, c'est quoi? C'est la moitié inférieure de la face. C'est la moitié inférieure de la face. Si on suit ce nerf, on va arriver ici. Ici, c'est quoi? C'est le noyau. C'est le noyau inférieur. C'est qui on le noyau inférieur. Je ne le supérieur, le tronc cérébral. Non, ça veut dire qu'il est destiné à la moitié inférieure de la face. D'accord? Ce noyau inférieur, si on suit le chemin interne, regardez, chacun un seul du côté contralatéral. Donc, il y a ici un nerf cortical. Le nerf cortical va changer de côté, il va descendre, d'accord? Il va communiquer avec un noyau du nerf 7, du nerf facial, et le nerf facial va émettre vers le côté inférieur. Donc, la partie inférieure de la face ne reçoit des fibres nerveuses prénucléaires avant le noyau, que du côté contralatéral. Ça? Le côté supérieur, la moitié supérieure de la face, c'est ce qui est en violet. C'est ce qui est en violet. Si on remonte, on remarque qu'il y a deux fibres prénucléaires mauves. Un qui vient du côté contralatéral et un qui vient du côté homolatéral. Donc on dira que le noyau du nerf 7 qui est destiné à la moitié supérieure de la face reçoit des nerfs prénucléaires, des nerfs corticaux bilatéraux des deux côtés. Est-ce que vous avez compris? C'est très important. Vous avez compris? Sûr. Je veux dire. Vous avez compris? Sûr. Très bien. Très bien. Donc, ma face, elle est régie par des nerfs crâniens. Les nerfs crâniens des noyaux. Les noyaux sont situés au niveau du tronc cérébral. Ces noyaux sont aussi contrôlés par des fibres corticales. Les fibres corticales sont situées du côté contralatéral seulement pour la partie inférieure et elles sont situées des deux côtés, du côté contralatéral et du côté contralatéral pour la partie supérieure de la face. Maintenant, on va définir ce que c'est qu'une paralysie faciale. La paralysie faciale, c'est quoi? C'est une atteinte du nerf facial ou bien de la voie qui va du cortex vers la face, ou vers les muscles de la face. Maintenant, on va définir deux types de paralysie faciale. Une paralysie faciale centrale, une paralysie faciale périphérique. Une paralysie faciale périphérique, c'est une paralysie qui touche le noyau ou le nerf. C'est une paralysie qui est due à une atteinte du noyau du 7 ou bien du 7 lui-même, du nerf lui-même. Donc quand je vous dis nerf 7, nerf facial, proprement dit, c'est quoi? C'est ce qui va du tronc vers la face. Bah, ce n'est pas ce qui va du cortex vers la face. Vous entendez? Sûr. Donc quand je vous dis une paralysie faciale périphérique, c'est une atteinte du 7 proprement dit, ou bien de son noyau, au niveau du tronc cérébral. Oui? Parfait. Parfait. Si je vous dis maintenant paralysie faciale
PL central, paralysie faciale centrale, c'est-à-dire que l'atteinte a touché les nerfs supérieurs, situés avant le noyau. Situés avant le noyau. Elle a touché ce qui vient entre le crâne, entre le cortex et le noyau. La conséquence sera bien sûr différente. Si c'est le nerf crânien lui-même, si c'est le 7 qui est touché, la paralysie va toucher toutes les mi-faces. Elle va toucher le côté supérieur et le côté inférieur. Ça, vous l'avez là. Parce que c'est le même nerf. Vous êtes d'accord? Maintenant, si la paralysie faciale est centrale, c'est-à-dire qu'elle va toucher les parties supranucléaires, prénucléaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tête, par exemple, elle est ici. Par exemple, au cours d'un AVC. Au cours d'un AVC. Si la tête touche le cortex, qu'est-ce que ça va faire? Ça va annuler les fibres nerveuses d'un seul côté. Ça, quelle est la partie de la face qui sera touchée? C'est la partie qui ne reçoit que d'un seul côté. C'est la partie inférieure qui va être touchée. La paralysie faciale centrale épargne le côté supérieur de la face. Parce que le côté supérieur de la face est contrôlé par deux noyaux. Un noyau contralatéral et un noyau homolatéral. Je reprends rapidement. Une paralysie faciale centrale va épargner le côté supérieur de la face. Elle va épargner le côté supérieur de la face. Pourquoi? Parce que la partie supérieure de la face est régie et contrôlée par des fibres nerveuses, par des noyaux qui reçoivent des fibres nerveuses des deux côtés. Et je ne vais pas avoir un AVC bilatéral. Je vais avoir un AVC d'un seul côté, et donc il y aura suppression des flux nerveux qui viennent de ce côté vers le noyau. Le noyau inférieur, il ne reçoit que du côté contralatéral. Donc ça s'est annulé. J'aurai une paralysie inférieure. Par contre, le côté supérieur, il reçoit du côté contralatéral. Ça va s'annuler. Mais il reçoit aussi du côté homolatéral qui n'a pas été touché. Donc la fonction motrice va être conservée. Est-ce que vous avez compris la différence entre paralysie faciale périphérique et une paralysie faciale centrale? On avance. Est-ce qu'on continue à avancer comme ça? Le rythme, il vous plaît, ou là on accélère, ou là on ralentit, ou là on continue comme ça? Continue comme ça. Là. Donc si on reprend la question, tous ces signes cliniques sont constatés lors de la paralysie faciale centrale, vous voyez centrale, vous avez compris qu'elle va épargner le côté supérieur, elle va toucher le côté inférieur. Quelle est la réponse fausse? Effacement des rides frontaux, c'est faux, parce que les rides frontaux sont situés dans la partie supérieure de la face. كاين كي تحبوا تتعمقوا في لا sémiologie, كاين des signes discriminatifs qui met le signe de souk. Le signe de souk. Quand il y a une paralysie, il a la paralysie, on demande au patient de fermer comme ça les yeux, de serrer très fortement les yeux. Vous allez vous approcher du patient et vous allez voir la longueur de ses sourcils. Les faux, machin. D'accord, donc vous allez voir les longueurs de ses sourcils. Le côté paralysé va avoir des sourcils qui sont plus... Sourcils, des cils. Des cils, d'accord. Des cils qui sont plus longs. Parce qu'il y a une paralysie, plus les sourcils, les cils, ils sont ça va. Donc il a un côté طويل على l'autre. Les muscles qui sont paralysés. Ça va là. La sémiologie, c'est... Il faut beaucoup dire. Attention, les genres de publications que je déteste, est-ce que je peux faire un APAT en 3 jours? Est-ce que c'est faisable un APAT en une demi-journée? S'il vous plaît, faites très attention. Les étapes, comme tous elles ne vont pas se répéter. Vous n'aurez jamais le temps de refaire tout ça. Il faut bien faire vos cours. Donc il faut faire très attention à tout ça. Mais qu'est-ce que je vais résumer 4 pages, résumer 2 pages, la microbio en 2 heures? Oui, je sais. Il y a toujours une solution.
D'accord, faites très attention. Regarde. Ça, on a terminé avec la paralysie faciale. Donc, on arrête l'enregistrement ici.